Bonjour à tous et bienvenue à cette activité de transfert de connaissances qui est organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui fait partie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je suis Valérie Coulombe, agente de planification, programmation et recherche pour le Bureau de la mission universitaire et je serai l'animatrice de cette activité aujourd'hui. Avant de vous présenter la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit mot sur les activités du Bureau de la mission universitaire. Donc, celui-ci relève directement de la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS. Et son mandat est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction pour soutenir l'actualisation de la désignation universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le tout s'articule autour de trois grands axes que sont la recherche, l'enseignement, le transfert de connaissances, l'UETMI, qui est l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, les pratiques de pointe et de l'innovation, le rayonnement. Et l'équipe soutient également l'implication des patients et des proches partenaires dans l'amélioration et l'organisation des services de santé mentale au sein de l'Institut et de l'ensemble de la direction. Donc, nos activités visent essentiellement à rapprocher les gestionnaires, les intervenants, les usagers et les chercheurs en créant des interfaces de collaboration, de co-construction, un petit peu comme on est en train de faire aujourd'hui avec nos invités. Donc, avant de confier la parole aussi à nos invités, je vais remercier nos différents collaborateurs là, au bureau de la mission universitaire qui ont permis l'organisation de cette activité aujourd'hui. Donc, d'abord, les panélistes d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu toute une préparation en amont là, pour vous présenter cette activité. Donc, je vous remercie beaucoup de votre précieux temps. Également, l'équipe des communications du CIUS de l'Est pour leur promotion, leur aide à la promotion de l'activité et l'équipe d'audiovisuel de la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Merci à Jean-François qui est avec nous aujourd'hui. Alors, l'activité d'aujourd'hui s'intitule « Approche et outils d'aide à la gestion de la médication en santé mentale ». Je pense qu'il y a une petite erreur dans mon titre ici. Je m'en excuse. Donc, il y a pour objectif de sensibiliser les participants aux multiples aspects entourant la médication en santé mentale, de présenter des approches novatrices de soutien à la gestion de la médication, orienté vers l'expérience, les besoins et les aspirations de la personne et d'illustrer les rôles des différents collaborateurs pour les sensibiliser à l'importance de la communication entre la personne, les services de santé, les ressources de la communauté et les pairs pour favoriser une prise de décision éclairée. Pour aborder ce sujet, nous avons invité Madame Mathilde Lausier, qui est co-responsable au développement des pratiques et formations du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui est accompagnée de Mme Linda Little, qui est une personne ayant vécu la gestion autonome de la médication et qui est aussi formatrice en gestion autonome de la médication au regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Suivi de Violaine Masson, qui est pharmacienne d'établissement à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et également pharmacienne communautaire au CLSC de Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve du CIUS de l'Est. Et Mylène Lamontagne, qui est chef des unités de traitement et de réadaptation intensive à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Quelques mots avant de leur laisser la parole pour indiquer que les panélistes, Mme Lausier, Little et Lamontagne, déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. Et Mme Masson a souhaité déclarer des conflits d'intérêt potentiels, donc on le souhaitait divulguer là, en toute transparence lors de sa présentation qui suivra. Donc, je laisse la parole à nos invités. Alors, bonjour tout le monde. Oui, c'est fait. Bonjour aux 300 personnes qui semblent être parmi nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, en 25 minutes, on va tenter de vous présenter ce qu'est la gestion autonome de la médication. On va utiliser le terme GAM pour faire un peu plus court. Pour ça, on va remonter un petit peu aux origines de cette approche. On va définir c'est quoi son objectif, les principes. On aura aussi un témoignage qui va permettre d'illustrer une démarche de gestion autonome de la médication. Je dis bien une démarche parce que chaque démarche est unique. Ensuite, on va vous présenter quelques outils. Il y en a beaucoup. Ils sont disponibles sur nos plateformes Internet. Donc, je vous le dis tout de suite, ça va être bref et puis j'espère qu'on vous donnera le goût d'aller les découvrir davantage. Alors,
La gestion autonome de la médication là, tire ses origines là, au début des années 90 au Québec, dans le milieu des groupes de défense des droits et des ressources alternatives en santé mentale. À cette époque-là, les personnes membres qui prenaient de la médication exprimaient beaucoup de difficultés là, en lien avec la médication. Plusieurs ne savaient pas ce qu'elles prenaient ni pourquoi. Elles vivaient des effets secondaires très lourds. Certaines avaient la sensation d'être surmédicamentées. Certaines avaient fait des arrêts abrupts, sans aide, sans soutien. Donc, il y avait un grand besoin d'ouvrir des espaces de parole, d'aller chercher de l'information et d'avoir de l'accompagnement. Alors, l'AGID, qui est l'Association des groupes de défense des droits, nous, le regroupement, on s'est associé avec l'équipe de recherche Erasme et puis on a travaillé avec les personnes premières concernées et des intervenants à développer des réponses finalement aux besoins des personnes. On l'a fait avec elles. On a développé plusieurs outils. Il y a eu plusieurs projets aussi de documentation de ces expériences-là. Donc, aujourd'hui, c'est une approche qui a reçu également l'appui du ministère de la Santé et des Services sociaux à maintes reprises, qui est souligné dans le précédent plan d'action en santé mentale. Donc, c'est vraiment reconnu comme une approche qui va venir soutenir le rétablissement en santé mentale. C'est une approche qui est diffusée dans d'autres pays dans le monde. Donc, plusieurs outils ont été traduits également en espagnol, en anglais, en portugais. Et c'est une approche qui commence également à s'implanter dans le système de santé au Brésil. Alors, si on travaille depuis le milieu des années 90 sur ça, je dois vous dire que les besoins exprimés initialement là, sont encore entendus aujourd'hui. Donc, on continue d'être préoccupés par les enjeux entourant la médication en santé mentale. Pourquoi? Bien, d'abord parce que les personnes vivent des rapports assez complexes à la médication. On sait que la médication peut apporter des bienfaits, donc elle peut apporter une contribution à la qualité de vie, puis en même temps, au même moment, elle peut nuire à certains aspects de la qualité de vie de la personne. Donc, ça crée des rapports qui peuvent être souvent ambivalents. Aussi, bien, les effets secondaires sont assez, ils peuvent toucher à plusieurs aspects de la vie de la personne, autant sur le plan physique qu'au plan psychologique, affecter également les relations, puis la capacité de la personne de s'inscrire dans ses projets de vie. Tant que des fois, les effets secondaires de la médication peuvent être lourds, surtout quand il y a présence de plusieurs médicaments, là, quand la personne prend plusieurs sortes de médicaments. Alors, c'est pour ces raisons-là que, en fait, la gestion autonome de la médication, c'est une approche qui va venir prendre en compte les différents enjeux qui entourent la médication, puis qui va imaginer, en fait, dans quelles conditions la médication pourrait faire du sens dans la vie d'une personne, d'après son point de vue, évidemment. Les recherches démontrent que les personnes, ce qu'elles souhaitent d'abord et avant tout, c'est que la médication soit proposée comme une alternative et non comme la seule réponse à la souffrance. Donc, on leur offre différentes possibilités de travail sur soi et que si elle a à prendre une médication, mais que cette médication-là ne vient pas faire obstacle à ce travail-là. Aussi, elle réclame d'avoir plus d'informations sur la médication pour pouvoir faire un consentement libre et éclairé. C'est plate de découvrir par surprise les effets secondaires parce que souvent, on ne sait pas nécessairement que c'est un effet secondaire. Donc, c'est important de bien informer. Et de plus en plus aussi, elle désire être informée dès le départ du processus de sevrage et des effets de sevrage potentiels des médicaments. Pour ça, bien, ça prend du temps. Ça prend des espaces pour dialoguer avec le professionnel de la santé puis les autres intervenants afin que la personne puisse exprimer son vécu puis qu'elle puisse trouver la médication, qu'elle puisse faire sens dans sa vie. Je vais avancer un petit peu maintenant pour vous donner vraiment la définition la plus officielle de la gestion autonome de la médication et prendre une petite respiration aussi peut-être. Alors, donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une démarche qui appartient à la personne. Donc, c'est vraiment personnel. Donc, dans cette démarche-là, grâce aux outils, grâce au soutien, tout en respectant son rythme, la personne mène une réflexion à l'égard de sa médication et le rôle et l'impact que ça a dans sa qualité de vie. Ça va bien au-delà d'une réflexion parce que cette réflexion-là va amener la personne à avoir une posture par rapport à sa médication et ça va lui permettre de prendre une décision pour mener des actions qui vont contribuer à sa qualité de vie. Donc, le but de la gamme, c'est vraiment une réflexion pour
améliorer sa qualité de vie puis évaluer le rôle de la médication à l'égard de ça. Donc, tout à l'heure, Linda va l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais tu sais, c'est juste pour vous dire quel genre de questions la personne va se poser. Elle va vraiment regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ses conditions de vie, de ses habitudes de vie, de ses relations. Elle va identifier c'est quoi les stresseurs qui sont là, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est stressant, qu'est-ce qui nuit. Puis elle va regarder aussi sa médication, qu'est-ce qu'elle prend, pourquoi, dans quel contexte la médication a été prescrite. Et elle va faire un travail d'observation et de discernement, en fait, de l'impact de cette médication-là sur sa qualité de vie. Et ça va l'amener à vraiment découvrir davantage quels sont ses besoins. Donc, en soi, c'est une démarche d'appropriation du pouvoir sur sa vie qui va vraiment par des étapes de compréhension, d'appropriation d'informations, etc. Et au bout du compte, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs chemins possibles. On s'est souvent fait dire, est-ce que la gestion autonome de la médication, c'est le sevrage, c'est être contre la médication? Pas du tout. C'est vraiment de permettre à une personne de prendre de l'information et de développer une réflexion critique à l'égard de la médication. Puis ensuite, bien, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'informer. Il y en a qui souhaitent découvrir des alternatives parce qu'en faisant le tour de leur jardin, ils ont vu qu'ils pouvaient faire d'autres choses que prendre la médication aussi pour nourrir leur santé mentale. Donc, mais évidemment, pour une personne qui veut diminuer, parce que c'est ça qui va vraiment permettre d'améliorer sa qualité de vie, bien, il faut donner l'information dès le départ parce que c'est tout un processus, la diminution, ça demande de la préparation, ça demande de tisser un filet de sécurité autour de soi. Et la gamme, un des impacts que ça a, c'est qu'en donnant cette information-là, ça permet d'éviter les arrêts abrupts. Donc, quand on offre de l'accompagnement, qu'on rend ça transparent, bien, ça permet aussi d'éviter des situations désolantes comme ça. On vous parle aujourd'hui parce que vous êtes tous concernés par la gestion autonome de la médication. Les personnes ne font pas ça tout seules chez eux. Elles ont besoin d'alliés, elles ont besoin de leurs proches, de leurs pairs, des intervenants psychosociaux, des professionnels de la santé. Ils peuvent tous venir aider la personne dans ce cheminement-là. On va le voir un petit peu plus tard. Et si on veut participer à la gestion autonome de la médication, bien, il faut reconnaître les principes de cette approche-là. Le premier, c'est vraiment que la qualité de vie, elle est personnelle à chacun. Une personne peut décider de dire, ben moi, je vais diminuer ma médication. Peut-être que je vais entendre des voix, mais je vais ressentir plus mes émotions, puis je vais pouvoir avoir une qualité de vie satisfaisante parce que je vais ressentir l'amour pour mes enfants, par exemple. Alors, c'est vraiment ça, la qualité de vie subjective. C'est important de reconnaître ça puis de travailler vers cet objectif-là. Deuxième principe, la personne possède une expertise à l'écart de son vécu et de sa médication, c'est-à-dire qu'une même médication donnée à deux personnes différentes pourrait avoir des effets vraiment différents. Alors, on ne peut pas faire l'économie d'écouter la personne, d'écouter son vécu, de les croire aussi dans ce qu'elles vivent, parce que c'est à partir de ce savoir-là qu'on peut construire la relation de soutien. La médication en santé mentale, c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on a tous des représentations de ce que ça signifie la médication pour nous. Que vous soyez intervenant, que vous soyez une personne qui prend une médication, ça peut représenter la guérison, ça peut représenter un fardeau, ça peut rappeler la maladie. Donc, c'est important d'ouvrir un espace de parole pour permettre d'entendre, de nommer ce que ça représente, puis de travailler à partir de ça. La gestion autonome de la médication, c'est basé sur les droits, sur la loi sur la santé et les services sociaux. Donc, c'est tout simplement déjà si on permet d'exercer ces droits-là, le droit à l'information, le droit à la participation, le droit à la décision, au consentement libre et éclairé, à l'accompagnement. On est déjà dans la gestion autonome de la médication pas mal, hein, je pense. Et ensuite, dernier principe, c'est vraiment de reconnaître que la souffrance, c'est vraiment complexe, multifactoriel. On n'est pas dans une logique de OK, on veut contrôler des symptômes. Il y a plusieurs sens qui peuvent être donnés à la souffrance. Donc, ça nous amène à avoir une posture très large qui va permettre de considérer plusieurs réponses, plusieurs alternatives. Donc, vous l'aurez compris, la gestion autonome de la médication, ce n'est pas faire la promotion du sevrage. Par ailleurs, c'est possible qu'un sevrage ou une diminution, ce soit un choix pour améliorer la qualité de vie. Donc, on est là en soutien pour donner l'information qui est accompagnée. Ce n'est pas non plus une approche dont l'objectif, c'est d'encourager la compliance. Hein. Je pense que forcément, une personne qui s'approprie des connaissances sur la médication, qui comprend c'est quoi une demi-vie, etc., va finir par peut-être avoir un sentiment de plus grande responsabilité par rapport à la médication, mais ça va bien au-delà.
Donc, puis ça, les personnes le disent souvent, les interventions qui sont axées sur le contrôle de la médication sont perçues comme très infantilisantes. Alors, on essaie vraiment de changer le sens de la conversation quand on est dans la gestion de la médication. Alors, je vous laisse avec Linda, qui va partager son vécu. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici pour vous donner un bref aperçu de ce qu'a été ma démarche, de ce qu'est en fait ma démarche de gamme qui a débuté il y a près de 20 ans. Alors, je partais de loin, là. Je prenais 7 médicaments psychotropes suite à une longue hospitalisation en 1989. En 2003, j'ai débuté une relation avec une intervenante de suivi communautaire. Puis presque tout de suite, elle m'a apporté le guide gamme, puis elle m'a dit « Regarde ça, peut-être que ça va t'intéresser » parce qu'elle trouvait que je vivais beaucoup d'effets secondaires importants de la médication, puis que probablement il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. En fait, je dormais 15 heures par jour, j'étais très isolée, je n'étais pas investie dans aucun projet. J'avais des tremblements, j'étais engourdie dans mon corps, puis je ne sentais pas mes émotions non plus. Fait que même si la médication avait permis de réduire un peu ce qu'on appelle des symptômes, mais je ne me sentais pas vivante. Fait qu'il y avait probablement quelque chose à faire de ce côté-là. Mais ça m'a pris 2 ans avant de me décider à contacter Prise 2, qui est une ressource alternative communautaire à Montréal, qui aide les gens à cheminer dans la gamme. Alors, ça m'a pris ce temps-là parce que moi, je voyais la médication à ce moment-là comme une fatalité. J'avais honte de prendre la médication, j'avais honte d'avoir des problèmes de santé mentale. Je me disais qu'il fallait que je vive avec les conséquences de ce que je prenais, que j'aurais à prendre ça toute ma vie. Fait que ça me décourageait. En septembre 2005, j'ai débuté la gamme avec 2 autres personnes premières concernées, puis une intervenante chevronnée. À chaque semaine, on se rencontrait pour explorer une section du guide gamme. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant de faire cette démarche-là à plusieurs parce qu'on a créé un climat de complicité, de solidarité, de support mutuel parce qu'en fait, on était tous un peu dans le même bateau, si on peut dire. Ça m'a sorti de mon isolement. Pour moi, c'était nouveau. Au début, à l'aide des questions, on a abordé l'expérience concernant la médication, pourquoi on avait commencé à en prendre, est-ce qu'on avait eu l'info nécessaire, maintenant, pourquoi j'en prenais. Puis on a regardé aussi la place que la médication prend, puis ses effets, dans différents secteurs de notre vie, par exemple sur notre corps, sur notre esprit, sur nos relations. Puis, dans un deuxième temps, on a fait le tour du jardin, que j'appelle, en regardant différentes facettes de notre vie, ce qu'on appelle souvent des déterminants sociaux. Par exemple, comment ça va dans notre budget, notre alimentation, notre milieu de vie, nos relations avec les autres, le soutien qu'on peut avoir. Moi, côté conditions de vie, là, ça allait bien. Mais au niveau de mes habitudes, mon hygiène de vie et mes relations, c'était vraiment là, à améliorer, à travailler. Après ça, on s'est informé davantage sur notre médication. Pour chaque personne, chaque médicament qu'elle prenait, on trouvait l'information, par exemple, de c'était quoi les effets thérapeutiques, c'était quoi les effets secondaires ou indésirables, les contre-indications, la demi-vie, en tout cas plein d'informations sur la médication, puis ça nous aidait à prendre conscience justement de ce qu'on prenait. Alors, après ça, on a fait, c'était le moment de faire le point puis de prendre une décision personnelle pour la suite, en gardant en tête que c'est la qualité de vie qui doit nous guider, pas nous quitter, excusez, nous guider. Il y a différentes décisions qui étaient possibles. Mathilde vous en a parlé tantôt. Là. Je rappelle qu'il n'y a pas juste de diminuer la médication. Là. Il y a d'autres choix. À ce moment-là, moi, ce que je voulais, c'était réduire la somnolence puis l'engourdissement que je ressentais dans mon corps puis dans ma tête. Avant de faire ça, j'ai constitué une équipe de soutien. J'ai choisi ces personnes-là. Bien sûr, mon médecin prescripteur était là, ma pharmacienne, mes 2 intervenantes, le personnel de prise 2, mes pairs, le centre de crise à l'occasion, des lignes d'écoute et d'autres ressources communautaires auxquelles je faisais affaire sporadiquement. J'avais une très bonne relation avec mon médecin, on discutait beaucoup, on partageait nos opinions, puis on décidait ensemble, on prenait les décisions ensemble.
J'étais l'experte de ma situation, puis mon psy avait aussi son expertise. C'était vraiment un partage de pouvoir de deux adultes qui se parlent. J'ai alors commencé à diminuer un médicament à la fois d'environ 10% par palier, puis je demeurais à ce palier-là au moins 3 semaines, jusqu'à temps là, que je me sente confortable. Ça m'arrivait de revenir à un palier antérieur si je me sentais trop mal. Puis aussi, j'ai arrêté la diminution, bien sûr, quand j'avais fait le sevrage du médicament ou avant, quand je me sentais trop mal. Le but, c'était de me sentir mieux, puis non pas de réduire à tout prix, puis à toute vitesse non plus. Je n'avais pas de plan prédéterminé, très précis. J'y allais selon ce que je vivais, en tenant compte de ce qu'on appelle les symptômes, tout en tentant de réduire les effets indésirables au minimum. J'étais tout le temps supportée par mon équipe de soutien, en dialogue avec elle. Elle m'aidait dans mes décisions. Je voulais faire le ménage, en quelque sorte, prendre le moins de médicaments possible avec le moins d'effets indésirables possible et surtout une meilleure qualité de vie. J'ai vite compris que ça serait un long et difficile cheminement, puis aussi que je devais développer beaucoup d'alternatives parce que la médication, de réduire la médication, bien, les symptômes ne disparaissaient pas tout seuls. Alors, il fallait que je m'en occupe et les alternatives sont venues à mon secours. Une chance que mon équipe a été très présente et soutenante tout le long là, du parcours parce que sans ça, là, je pense que j'aurais quitté très rapidement, j'aurais laissé tomber. Mais je me sentais de mieux en mieux. J'avais quand même des effets de sevrage plus ou moins importants qui sont apparus à différents moments. Tout au long, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil. Parfois aussi, il y avait des douleurs musculaires. J'ai eu du fil à retordre avec les émotions difficiles à vivre, comme la colère ou la tristesse. Mais le bon côté, c'est que je vivais les émotions plus faciles à vivre aussi. Quelquefois, mes pensées, je trouvais qu'elles allaient trop vite. Puis il y a aussi certains symptômes, des fois, qui ont augmenté, comme par exemple la dépression puis les hallucinations. Mais j'ai persévéré quand même, c'est moi qui décidais. Tantôt, j'ai dit qu'il fallait des alternatives, fait que je vais vous en parler. J'ai pensé vous en parler un peu. C'est-à-dire, c'est des moyens, avant de diminuer un médicament, j'essayais de mettre en place des moyens pour contrer les conséquences possibles de cette diminution-là. Dès le début de mes diminutions, j'ai commencé à sentir mon corps par trouver une certaine énergie. J'ai donc débuté des cours de ballon forme, de yoga. J'ai commencé à faire de la natation, à aller marcher, à m'offrir des massages aussi à l'occasion. Ça me créait une certaine détente, puis ça m'aidait avec les courbatures et l'insomnie. Par la suite, il y a eu un travail psychologique qui s'est révélé très important pour moi parce que j'ai débuté une démarche pour mieux me connaître mes buts, mes désirs, mes besoins, mes projets, mes intérêts, qui j'étais en fait, là, parce que je m'étais complètement perdue de vue. Puis avec une meilleure énergie, ben, j'ai pu aussi nourrir davantage mes relations sociales. J'ai redécouvert l'amitié, ça fait beaucoup de bien. Et j'aime bien aller prendre un café ou un bon repas avec des amis, assister à des concerts de musique classique, aller visiter des musées et plein d'autres choses aussi que j'ai découvertes. Ces dernières années, ben, je me suis aussi initiée à la méditation, à la cohérence cardiaque, à des pratiques d'autocompassion. Je fréquente un groupe d'entendeurs de voix à l'occasion, puis aussi je participe à un gros groupe d'entraide entre pairs depuis 4 ans et demi environ. Depuis il y a 1 an, je bénéficie de séances hebdomadaires d'acupuncture qui m'aident à favoriser le sommeil et la détente ainsi que la désintoxication. Tout cela, je fais ça à prise 2. Ce n'est pas mon cas, mais il y a aussi plusieurs personnes qui utilisent l'art pour les aider à vivre les difficultés qu'elles peuvent avoir. En conclusion, ben, ma vie est rendue très riche, pleine de sens. La gamme m'a permis un retour vers moi. Aujourd'hui, je prends encore 4 médicaments à petite dose. Je ne sais pas si je vais réussir à les sevrer, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que je sois bien. Ce n'est pas de plus prendre de médicaments nécessairement. Puis maintenant, la médication, pour moi, je la vois comme un moyen parmi d'autres pour aller mieux, puis d'être plus heureuse, plus épanouie.
Je donne des formations GAM, je milite dans un groupe de défense de droit, puis je m'implique dans plusieurs causes qui m'inspirent. Je suis vraiment très reconnaissante à la gestion autonome de la médication. Vraiment, là, ça me fait rêver. Je ne pensais jamais atteindre le niveau de bien-être que j'ai actuellement, même si je nie pas là, toutes les difficultés qui sont liées quand même à l'existence, puis quelquefois aussi à des difficultés ou des fragilités au niveau santé mentale. Enfin, j'ai le goût de vous laisser avec une phrase qui a été dite par une personne première concernée que je peux reprendre là, à mon compte facilement. C'est « Je suis une personne, pas une maladie ». Je me sens vraiment comme ça à ce moment-ci. Alors, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Linda. Donc, on va poursuivre et conclure en vous donnant un petit aperçu des outils et des pratiques de soutien que vous pourriez également déployer dans vos milieux. Donc, le premier outil qui a été élaboré par les personnes, donc avec aussi l'équipe de recherche, c'était le guide personnel. Alors, ça a la forme d'un journal avec beaucoup d'espace pour écrire des questions. C'est disponible sur notre site Internet en format PDF. C'est également disponible en format papier. Donc, dans ce guide-là, c'est ça, il y a vraiment un accompagnement de la réflexion. Donc, dans les 3 premiers pas, c'est vraiment des questions qui vont permettre à la personne de s'observer, de prendre des informations et qui vont la guider vers sa prise de décision. Qu'est-ce qu'elle veut pour sa qualité de vie en fonction de ses besoins? Et les pas suivants du guide, c'est vraiment comment se préparer si on souhaite entamer une diminution. Donc, comment préparer ses rendez-vous avec le médecin, comment former son équipe de soutien, quoi observer, comment nourrir sa qualité de vie, comment bien se préparer. C'est aussi, dans ce guide-là, il y a beaucoup d'informations sur les médicaments, les alternatives, il y a la liste des effets de sevrage, la liste des médicaments. Donc, c'est assez complet. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier utiliser un outil dans lequel il faut écrire. C'est pour ça qu'on a développé d'autres choses. On a aussi une boîte à outils qui est disponible en format PDF gratuitement, dans lequel il y a des guides d'accompagnement pour faire de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement ou des ateliers de groupe. Il y a des guides de préparation de son rendez-vous chez le médecin pour aller voir un pharmacien, des choses comme ça. Fait que il y a énormément de choses là-dedans qui pourraient vous intéresser. Et plus récemment, en fait, au printemps dernier, à la suite d'une démarche qui a duré presque 3 ans, un comité de citoyens qui avait fait des expériences, une démarche de sevrage, a décidé de mettre en place un site Internet d'information sur le sevrage. Donc, c'était appuyé par le regroupement des ressources alternatives. Donc, je vous invite aussi à aller le visiter. Ah, je ne suis pas capable de vous le montrer. Je vais juste revenir. Mais ce site-là comporte vraiment des témoignages vidéo. Il y a un court-métrage. Il y a aussi plein d'informations sur les méthodes de sevrage, les considérations, les effets de sevrage. Il y a une section sur les médicaments par classe de médicaments, toutes les indications, contre-indications, etc. Une section sur les alternatives. Il y a beaucoup de documentation de recherche également qui se trouve sur ce site. Alors, je vous invite à le découvrir par la suite. Et enfin, ben là, il a décidé d'y aller. Excusez-moi, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint puis je vous inviterai à aller le visiter, évidemment. On voulait vous dire, dans le fond, à quel point vous êtes important dans cette démarche-là, que vous soyez un travailleur social, psychoéducateur, pharmacien, médecin, un proche, un père, vous pouvez à tout moment juste demander à la personne comment ça va, comment tu vis ça, la médication. Vraiment d'ouvrir des espaces de parole libres où la personne ne va pas sentir de jugement, ne va pas sentir qu'il faut qu'elle vous dise ce que vous voulez entendre. Donc, vraiment, d'ouvrir ces espaces-là, c'est déjà le premier pas. De faciliter aussi l'obtention d'informations, c'est des choses qui peuvent être faites par plusieurs personnes. C'est sûr, ce n'est pas de donner des conseils sur la médication, c'est des actes réservés, mais de dire on va essayer de comprendre la monographie de ce produit-là ensemble, ou on va essayer de voir c'est quoi cette alternative-là, qu'est-ce que ça a comme bienfait. C'est aussi de soutenir la personne à nommer ses besoins, encourager sa communication de ses besoins, de ses demandes. Puis de l'accompagner, évidemment, parce que si elle fait une démarche de diminution, elle va avoir des moments peut-être plus difficiles, des moments joyeux, mais aussi, je pense qu'elle a besoin d'un entourage qui est soutenant.
Les impacts de la gestion autonome de la médication ont été documentés. Donc, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment une démarche, une approche qui va permettre aux personnes d'approfondir leur compréhension de leur expérience, aussi qui va consolider pour elles la connaissance et l'exercice de leurs droits face au traitement. Mais ça va aussi avoir des bénéfices dans la relation avec les professionnels de la santé qui vont percevoir comme ça comme un atout parce que les personnes arrivent, elles sont préparées, elles se connaissent davantage, elles connaissent la médication davantage, donc ça facilite beaucoup le dialogue. Puis enfin, mais comme ça dépasse aussi juste la pilule, quand on fait une démarche garde, on regarde l'ensemble de sa qualité de vie, bien, ça permet aux personnes de s'investir dans d'autres alternatives là, pour améliorer leur santé mentale. Alors, ça c'est les bénéfices. Alors, voilà pour nous. Fait que vous pouvez trouver les informations dont on a parlé sur le site web du regroupement des ressources alternatives. On a une communauté de pratique pour soutenir les personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement une fois par mois. C'est en virtuel. On a aussi des formations, puis le site Nous et la médication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lausier, Madame Little, pour cette généreuse présentation. On va poursuivre avec la partie de Madame Violaine Masson, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire en santé mentale et pharmacienne communautaire en CLSC, pour parler de la perspective là, du pharmacien sur la collaboration, l'implication, la gestion de la médication selon différentes approches et avec différents outils. Madame Masson, à vous la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, j'ai été plus qu'une dizaine d'années pharmacienne purement hospitalière, puis maintenant, je travaille en groupe de médecine familiale à l'UMF Maisonneuve-Rosemont, puis au CLSC Hochelaga Maisonneuve. Mes seuls conflits d'intérêts, là, effectivement, dans les 2 dernières années, j'ai travaillé très, très peu, là, mais pour des compagnies pharmaceutiques, c'est l'équivalent de moins d'une demi-journée, mais puis je suis dans les auteurs d'un protocole national de prise en charge de l'épisode dépressif caractérisé de l'INES. Mais bon, je ne pense pas que ça a vraiment d'influence, mais peut-être que certaines personnes là, pourront voir là un conflit d'intérêt, mais je ne suis pas, contrairement aux pharmaciens d'officine, je ne suis pas du tout payée au nombre de médicaments, là, plutôt même à l'inverse, là, le nombre de médicaments qui est enlevé est dans la même enveloppe budgétaire que mon salaire. Là. Donc, on va parler un petit peu des éléments de base de la pharmacologie en santé mentale. Donc, je pense que comme professionnel de la santé, on a traditionnellement été en tout cas, un peu endoctriné par l'université, par la façon de penser de nos années de pratique aussi, là, de voir des symptômes, un ensemble de symptômes comme une maladie, puis la réponse à ça, souvent, était un médicament, de voir les maladies mentales ou les problèmes de santé mentale comme des maladies chroniques qui rechutent, donc qu'il faut traiter au long cours. Le médecin va être traditionnellement centré sur la maladie, puis le pharmacien sur le médicament, puis le patient va un peu subir ce qu'on va lui proposer. Puis de plus en plus, je pense tout le monde ici là, est d'accord de changer un peu notre approche puis d'y aller en fonction de les objectifs de la personne. Puis les choses pour arriver à ces objectifs-là peuvent être parfois des médicaments, pas toujours, puis d'y aller en déprescription le plus possible quand il y a trop de choses, puis à chaque fois qu'on prescrit, de vraiment se poser la question de est-ce que je nuis à mon patient ou est-ce que ça va vraiment l'aider, puis c'est quoi les données de l'impact que ça pourrait avoir. Puis de plus en plus aussi de reconnaître que la réponse ou la tolérabilité est vraiment variable. Puis même au-delà de ce qui est pharmacologiquement habituel ou possible. Là. Donc, je vais te présenter des choses un peu que tout le monde sait là, sur la demi-vie des médicaments, mais une chose à se souvenir, c'est que ce sont des moyennes faites en général sur des patients jeunes, sains, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de problème de rein, de foie, qui n'ont pas d'interaction, qui n'ont pas... donc, dans un modèle idéal, puis on prend ces données-là, puis on les extrapole ou on fait des petites données avec 20 patients qui ont une fonction rénale diminuée, où on extrapole sur des personnes âgées ou des enfants, mais ce n'est pas toujours ça qui a été étudié. Oui, on peut faire ces extrapolations-là jusqu'à un certain point, mais ça arrive qu'une personne qui, a priori, n'a pas de facteurs ressente des choses qui sont pas dans la monographie ou pas habituelles. Puis c'est possible. Puis il faut comme respecter ça, puis écouter ça. Là, je sais que c'est difficile comme professionnel de la santé parce que ça nous demande de chercher plus, puis de
de voir des choses qui ne sont pas rapportées, qu'on ne connaît pas, mais c'est ça que les gens nous rapportent, donc il faut faire avec ça. Donc, la plupart du temps, on va ajuster les médicaments en fonction du nombre de demi-vies. Donc, à gauche, on voit là, une prise de médicament. Donc, le premier médicament à gauche aurait une demi-vie de 1 heure, puis on voit qu'après une demi-vie, il reste 50% du médicament. Après 2 demi-vies, il en reste juste 25%, puis après 5 demi-vies, il reste juste 3% du médicament. Puis souvent, on va faire des ajustements à l'équilibre, donc après 5 demi-vies, mais l'effet pharmacologique ne dépend pas nécessairement juste de la concentration. Donc, des fois, l'effet pharmacologique peut arriver plus tard que l'état d'équilibre ou peut arriver même avant l'état d'équilibre. Donc, c'est des choses de base à savoir quand on augmente, quand on diminue un médicament, quand est-ce que les effets vont arriver. Puis c'est la base, mais il y a quand même vraiment beaucoup d'autres choses à faire pour quand on ajuste des médicaments. Puis une des choses que je trouve qui est nécessaire, c'est d'avoir des attentes réalistes envers la médication, tant de ma part que de la personne qui en prend, que de sa famille, de son entourage, que de l'infirmière qui traite le patient, que des parents, de l'école, de tout le monde qui gravite autour. Puis, évidemment, oui, toutes les choses qu'il faudrait dire puis discuter avec la personne. Ici, j'ai mis un gros « etc. » parce qu'il y a beaucoup d'affaires aussi à discuter en fonction de ce que la personne veut savoir comme information. Puis, en 2022, je n'ai pas de pilule miracle ou j'ai aucun médicament qui permet de traiter des choses comme le vide intérieur ou les traumas. Donc, oui, je vais avoir des médicaments qui vont diminuer peut-être un peu ces sensations-là, mais ça, c'est important de le dire. Souvent, les gens veulent une pilule qui guérit tout ou, comme professionnel, on veut prescrire quelque chose pour aider la personne. Je pense qu'il faut vivre avec notre inconfort puis notre contre-transfert, de se dire, la personne devant moi est en détresse ou elle ne va pas, ou elle s'attend à ce que je fasse quelque chose, puis je vais faire quelque chose juste pour donner l'impression que je fais quelque chose, puis c'est un effet placebo, là. Mais souvent, quand on fait ces choses-là, on peut très souvent nuire à la personne, là. Donc, ça, là, c'est pas normal de rester concentré, assis 12 heures de temps puis de ne pas être fatigué. Il n'y a pas de médicament qui calme l'agitation en 5 minutes. Là. Comme on voit dans les films, on saute sur le patient, on lui injecte quelque chose puis il ramollit. Ces médicaments-là n'existent pas. Je veux dire, à part si vous donnez un gaz anesthésiant, là, il n'y a pas de médicament aussi rapide que ça. Fait qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on traite, puis est-ce que ça se traite avec des médicaments ou pas. Dans le meilleur des mondes, oui, peut-être qu'il y a un médicament qui peut avoir un profil d'effet bénéfique et indésirable favorable, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vous parle un petit peu de sevrage aux antidépresseurs. Donc, j'ai choisi ça parce qu'il y a des arrêts ou de la déprescription de toutes sortes de classes de médicaments qui sont à la mode. Donc, si on revient historiquement, on avait les barbituriques qui causaient beaucoup de sevrage. On est passé au benzo, puis là, on pensait qu'on n'avait plus de sevrage, mais on s'est rendu compte qu'on en avait. Puis les antidépresseurs aussi, les recettes à faire varient vraiment beaucoup d'une publication à l'autre, puis il y a très peu de données là-dessus. Puis on pensait avant qu'il n'y avait pas de symptômes de sevrage, que c'était quand même relativement rare. Puis de plus en plus dans la presse grand public, on en parle. Ici, je vous ai mis là, un article du New Yorker là, de 2019, là, de Challenge of Going Off Psychiatric Drugs. Puis ça parle spécifiquement des antidépresseurs. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas 100% des gens qui vont avoir des symptômes de sevrage ou qui vont trouver ça difficile. Ça dépend de la molécule, ça dépend de la demi-vie, ça dépend des effets pharmacologiques, ça dépend de la raison pour laquelle c'est pris, ça dépend de comment on fait ça. Puis je pense que comme professionnel de la santé, on est super conscientisé à, oh mon Dieu, le risque de suicide, l'inconfort du sevrage, le fait que le patient n'est pas complètement motivé, l'impression que ça ne va pas si bien que ça dans la vie de l'autre personne. Donc, on touche à rien ou il faut juste sevrer quand c'est l'été, pas quand c'est l'automne. Ce genre de réflexion-là, je l'ai eu très souvent de la part de collègues ou de psychiatres ou de médecins ou tout ça. Mais c'est très fort possible d'enlever les médicaments. Il y a toutes sortes de recettes, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites. Il y a des échelles de suivi de symptômes de sevrage qui existent, qui sont validées. Entre autres, bon, ça, c'est pour les ISRS, mais ça existe pour d'autres classes de médicaments. Puis de plus en plus, il y a des études aussi en première ligne sur est-ce que c'est correct ou pas de faire ça. Je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de ce que les pharmaciens peuvent faire, puis de ce qu'on peut faire. Une des choses que les pharmaciens peuvent faire, c'est
Par exemple, faire des comprimés pour les entredoses, si on veut, ou les doses qui ne sont pas commercialement disponibles. Si on regarde l'occupation des récepteurs du transporteur à la sérotonine, qui est le mécanisme d'action des ISRS, souvent, on va diminuer. Là, ici, c'est un citalopram, là, donc citalopram 20, on va faire 10, 5, puis 0. Puis on va faire à peu près ça. Mais si on regarde dans l'occupation des récepteurs, au fond, le premier 50 de la dose d'une molécule est en général assez facile à enlever. Puis c'est beaucoup plus difficile dans la fin parce que si on veut juste diminuer un petit peu l'occupation de 10 des récepteurs à la sérotonine, il faut faire des quarts de miettes de dose, qui est très difficile pour la personne. Là. Fait que, oui, j'ai des patients qui me disent, souvent, c'est des patients qui sont super habiles ou qui ont déjà été consommateurs puis qui se disent, ben là, j'ouvre la capsule ou j'écrase, je pèse la poudre, puis là, je me fais une petite solution, puis là, je prends tant de grammes ou tant d'affaires. Mais souvent, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à une pharmacie préparatrice qui, elle, fait des capsules pour les doses qu'on diminue à des doses qui ne se peuvent pas commercialement. Fait que depuis la loi 31, le pharmacien peut faire beaucoup de choses, puis de plus en plus, je pense que le pharmacien va devenir, comme il est disponible, le pharmacien d'officine surtout, là, comme il est disponible à toutes sortes d'heures et qui peut ajuster les médicaments, va devenir souvent une porte d'entrée pour ça. Donc, les patients viennent voir le pharmacien et disent « je veux enlever mon médicament » ou etc. Puis, j'ai des collègues pharmaciens qui sont super mal à l'aise de faire ça parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la personne, puis je les comprends tout à fait. En même temps, je pense que de plus en plus, c'est les autres ressources qui vont faire ça. Je pense qu'on doit prendre on doit prendre ce rôle-là, les pharmaciens, puis les médecins, puis les gens qui suivent les personnes depuis longtemps, en collaboration avec, évidemment, là, si la personne accepte, là, avec la famille et tout ça. Il faut le faire parce que je pense que c'est nécessaire. Puis il faut qu'on vive avec le fait que, ben oui, on va peut-être suivre des personnes qui prennent plus de médicaments ou oui, peut-être que même si la personne va pas bien pendant un certain temps, ben c'est peut-être normal puis c'est peut-être pas un médicament qu'on va donner pour contrer ça. Là. Donc, dans les nouvelles lois, dans les nouveaux actes que le pharmacien peut faire, là, donc, il peut prolonger une ordonnance en vue d'éviter une interruption de traitement. On le faisait déjà, mais de plus en plus, là, ça devient nous, le prescripteur, ça devient nous qui devons évaluer si c'est correct ou pas de continuer ce médicament-là. On peut substituer un traitement quand il y a une rupture de stock, un problème d'administration, mettons, vous n'êtes plus capable d'avaler des gros comprimés ou pour d'autres raisons. Puis, on peut évaluer l'état physique et mental en vue d'assurer le suivi d'un médicament. Donc, on ne peut pas faire de diagnostic, on ne peut pas dire vous êtes en rechute ou vous n'êtes pas en rechute ou, je vais augmenter la dose. Je vais augmenter la dose pour traiter une maladie qui était déjà là. Hein. Donc, ici, j'ai mis le verbe peut pour toutes les choses, tous les actes que le pharmacien peut faire. Évidemment, ce n'est pas tous les pharmaciens tous les jours qui sont à l'aise de faire tout ça avec tous les médicaments pour toutes les personnes. Ça dépend beaucoup de comment on connaît la personne. Est-ce que c'est une personne qui vient à notre pharmacie depuis longtemps et tout ça. Là. Puis, on peut ajuster une ordonnance ou cesser afin d'assurer, soit l'efficacité ou la sécurité du patient, notamment afin de diminuer les effets indésirables. Fait que des fois, si le prescripteur n'est pas disponible, ben ça peut être correct d'aller voir le pharmacien puis dire je pense que telle dose est trop élevée, puis j'aimerais ça voir s'il n'y a pas une dose plus faible qui pourrait être quand même adéquate pour moi, puis comment est-ce qu'on fait le sevrage, puis les pharmaciens peuvent faire ça. Ou, évidemment, si c'est une question d'interaction médicamenteuse, de la fonction rénale, le poids, etc., là, mais bref, ce sont toutes des choses que le pharmacien peut faire et va faire. Et je pense qu'il faut qu'on communique un peu tout le monde, mais c'est une opportunité pour les pharmaciens puis pour les personnes, je pense, qui vivent dans la communauté puis qui n'ont pas nécessairement accès rapidement à leur médecin pour une réévaluation. Là. Donc, puis il y a d'autres choses aussi là, que le pharmacien peut faire. Donc, les vaccins, puis prescrire pour des conditions mineures là, qui ne sont pas des problèmes de santé mentale, mais puis aussi prescrire des analyses de laboratoire puis des ECG pour faire le suivi de médicaments. Donc, la gestion autonome de la médication, je trouve que ça a été très, très bien présenté. Comme pharmacienne d'hôpital, il y a aussi une partie qui est des fois difficile à distinguer dans la documentation scientifique, la distinction entre la gestion autonome de la médication puis de l'automédication à l'hôpital, par exemple, ou d'une certaine façon. Là. Donc, historiquement, on avait ça pour le diabète, les gens qui s'injectent l'insuline puis qui calculent eux-mêmes la quantité de glucides qu'ils vont manger puis qui ajustent la quantité d'insuline qu'ils vont se donner
même à l'hôpital. Puis de l'automédication, donc qu'on voyait un peu moins sur les étages de santé mentale parce que toutes sortes d'enjeux de je ne peux pas laisser des médicaments traîner puis qu'une autre personne ait accès à ces médicaments-là. Mais de plus en plus, on y arrive, là, puis je pense que la prochaine intervenante va très, très bien vous parler de ça. Je voulais juste vous dire un petit peu ce que ça prend pour... c'est une revue de 2002 là, qui a été reprise dans d'autres méta-analyses de 2022. Là. La traduction, là, on appelle ça les problèmes de santé mentale, le Serious Mental Health Problem. Là. Je ne sais pas la meilleure traduction, ce serait quoi, là, mais pour améliorer la santé dans une gestion autonome de la médication, là, ce qui était noté, bien, ça date déjà de 20 ans, mais bon, ça a été repris dans d'autres documentations scientifiques. Ça prend une psychoéducation sur la maladie, ces traitements, une approche comportementale individualisée pour faciliter l'adhésion si on choisit de prendre des médicaments, un plan de prévention des rechutes, puis des techniques pour supporter les symptômes persistants. Puis de plus en plus, bien, il y a la partie aussi axée sur les projets de vie du patient. Puis je dirais d'inclure aussi d'autres outils que les médicaments. Donc, les autres thérapies, l'hygiène de vie, le support social, puis de faire le plan de traitement le plus possible en collaboration. Puis, idéalement, que ça soit même collaboration, je me considère et je considère l'équipe médicale comme quelqu'un qui supporte et donc comme quelqu'un qui présente des options, puis la personne choisit, là. Donc, il n'y a pas un seul modèle qui est 100% universel. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils pour évaluer les symptômes, pour évaluer le sevrage, pour évaluer toutes sortes de choses en lien avec les médicaments. Je prends la personne au fond où elle est rendue. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, quel médicament qu'elle n'aime pas, quel aspect de sa vie ou de sa qualité de vie elle n'aime pas, qu'est-ce qu'on peut faire de facile, de plus accessible, que tout le monde est d'accord. Puis, voilà, c'était ça essentiellement que je voulais vous dire aujourd'hui. Là, je sens qu'il va y avoir pas mal de questions, puis on pourra y répondre. Là. Je voulais juste vous donner quelques outils puis quelques notions de base. Mais effectivement, ça dépend beaucoup de la personne, puis des classes de médicaments, de ce qu'on traite, puis depuis combien de temps, tout ça. Fait que c'est juste un petit aperçu. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Merci, Madame Masson. Ça donne un très, très bon éclairage, dans le fond, sur le rôle du pharmacien, puis la place qu'il peut prendre dans le partenariat avec la personne, avec toute l'équipe soignante, avec toutes les alternatives possibles qu'on peut discuter. Madame Lettel en a parlé aussi de toutes les approches alternatives. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup et très éclairant sur votre rôle. On va poursuivre maintenant la dernière présentation avec Madame Mylène Lamontagne, qui est chef de service de 2 unités de réadaptation intensive à l'Institut. Là, on ne vous voit pas, Madame Lamontagne? Je suis présente. OK, l'écran est noir. Est-ce que Oui. le petit bouton de la caméra serait-il fermé sur votre ordinateur? Non, il est ouvert. OK. Bon, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Donc, ce que je vais faire, je vais projeter, moi, le PowerPoint pour vous. OK, parfait, merci. Bonjour. Mon nom est Mylène Lamontagne. Je suis la chef des unités de traitement et de réadaptation intensive. Je suis infirmière et clinicienne de formation. Alors, au sein des ITRI, on a un programme d'automédication. Ce qui est important de vous préciser, c'est qu'on est vraiment une unité d'hospitalisation en centre hospitalier. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une unité d'hospitalisation, de traitement et de réadaptation intensive en santé mentale. En fait, notre mission, c'est d'accompagner la personne au cours d'un séjour hospitalier d'une durée maximale de 2 ans. Durant ce séjour-là, ce qu'on veut faire, c'est construire vraiment une alliance thérapeutique avec l'usager. Parce qu'on veut que l'usager puisse s'engager pleinement dans son rétablissement, dans sa réadaptation, puis au final du séjour hospitalier, qu'il puisse participer pleinement là, à la vie citoyenne. Nous avons 2 unités de 18 lits chacun, offrant des soins et des services surspécialisés 24/7
7. L'équipe est vraiment multidisciplinaire. On a plusieurs éducateurs. On a un psychologue, un psychiatre, 3 ergothérapeutes, une travailleuse sociale, une psychoéducatrice, 2 omnipraticiens, une nutritionniste, un kinésiologue qui est affilié au secteur des UTRI et plusieurs infirmières. Dans les critères d'admissibilité, dans le fond, on prend les adultes de 18 ans et plus qui souffrent d'un trouble mental complexe, sévère et persistant. Souvent, c'est des patients qui vont nécessiter là, des soins là, de réadaptation dans un encadrement professionnel qui est vraiment constant, pour qui que les autres options d'hébergement ont été essayées ou évaluées. Parfois, ça nous arrive de prendre des patients qui ont fait un séjour de plusieurs mois, plusieurs années à l'Institut Pinel et ils ont un besoin de réadaptation, mais ne sont plus nécessairement là, sous TAC. Au niveau des critères d'exclusion, tous les patients qui ont des problématiques de nature antisociale ou criminelle, en fait, c'est pas des patients qu'on va prendre dans un premier temps, mais il faut vraiment que cette problématique-là soit vraiment à l'avant-plan. Pour les patients qui ont des limitations physiques qui dépassent la capacité d'accueil du programme aussi, ces patients-là, malheureusement, on ne peut pas les prendre. Ceux qui ont des un diagnostic de déficience intellectuelle moyen ou sévère, ou ceux souffrant d'un syndrome organique cérébral, comme ceux ayant subi plusieurs commotions cérébrales. Au sein des UTRI, dans le fond, on a développé des activités thérapeutiques qui vont favoriser l'acquisition de compétences en lien avec les saines habitudes de vie. Et pour nous, la gestion de la médication, ça fait partie des saines habitudes de vie que le patient doit développer. Comment qu'on a campé l'autogestion de la médication? Bien, au cursus des groupes thérapeutiques, là, c'est dès que l'usager est admis en UTRI, on l'informe de la pratique courante concernant la distribution de la médication, c'est-à-dire qu'il est fortement encouragé à se présenter de lui-même aux heures à laquelle il doit prendre sa médication. Puis tout au long du processus d'hospitalisation de la première semaine, on s'assoit avec le patient là, pour vérifier l'état de ses connaissances. Et puis, c'est ça. Puis chaque patient est rendu à un stade de connaissances différent, puis l'infirmière va vraiment s'ajuster à ça. Maintenant, je vais vous parler des activités thérapeutiques qu'on a développées aux UTRI qui vont favoriser l'acquisition de compétences. Dans le fond, on a des groupes spécialisés là, visant vraiment les saines habitudes de vie. On est vraiment axé sur la routine de vie de l'usager, c'est-à-dire que dès les premières semaines, on va s'asseoir, les éducateurs vont s'asseoir avec le patient, avec l'infirmière, puis on va établir là, un horaire sur 7 jours, puis on va inclure des activités thérapeutiques là, dans chacune des journées, puis on va faire un horaire de vie type là, aux patients. Le lever, le coucher avec les repas, puis là-dedans, on inclut aussi les heures de prise là, de médication. On va faire aussi de la psychoéducation sur la maladie et sur la gestion des symptômes. On a des patients qui fréquentent le groupe des entendeurs de voix. On va faire aussi beaucoup d'accompagnement dans les démarches d'employabilité et de retour aux études, puis l'automédication, ça s'inscrit aussi beaucoup dans ce volet-là parce qu'on a des patients qui partent le matin avec la médication là, pour la journée, mais pour ça, il faut les préparer puis il faut les former. On va aussi faire des groupes de gestion du stress et des comportements violents parce qu'on a quand même certains patients qui peuvent avoir des comportements violents aussi. Fait que durant l'hospitalisation, dans le fond, on va aborder avec eux c'est quoi les signes de désorganisation, puis les moyens alternatifs de régulation, dans le fond, qui peuvent développer. Fait que nous, on va les encourager dans ce sens-là à développer ces stratégies-là. Puis, on va leur enseigner aussi, bien là, c'est à quel moment que tu dois demander ton PRN. Tu sais, c'est souvent après l'essai des stratégies alternatives là, qu'on va avoir déterminées avec eux. On a toutes les activités liées au projet de vie de la personne. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment de prendre un moment, de s'asseoir avec le patient, de déterminer
déterminer son projet de vie. Et puis, c'est ça. Pour certains patients, pour eux, c'est de retourner vivre dans leur famille. Pour d'autres, ben, c'est un appartement autonome qu'ils veulent. Pour d'autres, ben, ils disent non, pour moi, un appartement supervisé, ça me va. Je veux pas vraiment retourner à l'école pour le moment, mais faire du bénévolat, pour moi, ça serait suffisant. Tu sais. Par la suite, on a tous des ateliers de réflexion sur la consommation. C'est des ateliers qui ont lieu en individuel ou en groupe, puis c'est basé sur l'approche motivationnelle, parce que dans les comorbidités, nous, on a vraiment une clientèle qui consomme, malheureusement. Puis dans le fond, durant ces groupes-là, on sensibilise le patient sur l'impact de la consommation sur le traitement. Fait qu'on ferait vraiment une approche qui est individualisée, puis ce bout-là de l'automédication est vraiment importante. Puis, dans le fond, c'est ça. Nous, on a développé vraiment l'approche motivationnelle pour aborder l'automédication. Puis, selon de récentes études, il y a trois facteurs importants qui favorisent le succès de l'intervention. Puis, c'est vraiment là-dedans que l'infirmière va puiser là, pour animer l'enseignement par rapport à l'automédication. Ce qui est important, c'est la relation de confiance entre le patient et le thérapeute, la capacité du thérapeute à adopter sa stratégie d'approche motivationnelle au processus du client. C'est-à-dire, ce patient-là, il est rendu où? Il est-tu prêt à l'automédication ou il n'est pas prêt? Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre prêt? Tu sais? Puis les relations entre les valeurs du patient et l'observance thérapeutique à long terme, ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est que l'infirmière ne doit pas être dans le jugement par rapport aux valeurs du patient, mais plutôt l'aider, l'accompagner, puis essayer de comprendre pour favoriser une discussion qui est très ouverte, là. Pour nous, dans le fond, aux UTRI, on a déterminé des facteurs qui nous indique que le patient il est prêt à adhérer au programme d'automédication. Puis pour nous, c'est important de vous les partager aujourd'hui. Dans le fond, c'est que le traitement pharmacologique de l'usager doit être stabilisé. Il doit avoir une bonne alliance thérapeutique avec l'équipe traitante, ce qui est à dire l'infirmière, l'éducateur et le psychiatre. L'usager est suffisamment engagé dans son plan de réadaptation. Bien, pour nous, ça veut dire que le patient, il respecte sa routine de vie, il se présente aux activités thérapeutiques qu'on a prédéterminées avec lui. Il a entrepris soit un projet de retour à l'école, de retour au travail ou tout simplement de bénévolat aussi. Puis, du moment où le patient il est arrivé versus à la mi-parcours, mettons, on va noter une amélioration des connaissances de l'usager, de sa maladie et de la médication. Puis le patient va devenir de plus en plus curieux, il va de plus en plus poser de questions par rapport à sa médication. Puis c'est ça. Puis comme autre signe, dans le fond, là, on va remarquer aussi que le patient il va se présenter à l'heure convenue. Quand il y a des changements de médicaments, il va poser des questions aussi. Puis l'usager, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit capable de lire, de comprendre, puis de poser des questions sur sa médication. Parce que la manipulation du Dispil, ça peut ne pas être facile non plus pour certains d'entre eux. Au niveau des phases du programme d'automédication, dans le fond, l'étape 1, c'est l'évaluation. Comme je vous ai expliqué tantôt, l'infirmière prend vraiment le temps en tout début de séjour hospitalier de rencontrer le patient pour évaluer les connaissances puis tout ça. Puis un peu plus tard, on le refait, mais avec une grille bien précise. Puis c'est à ce moment-là que l'infirmière va être capable de déterminer si le patient y est prêt ou non pour l'automédication, là. Et c'est le psychiatre traitant aussi qui prescrit l'automédication après discussion avec l'infirmière et le pharmacien là, au besoin. Ensuite, l'infirmière va numériser la grille de connaissance de l'usager, l'ordonnance médicale, puis elle va commander le Dispil à la pharmacie. Ce qui est important aussi, c'est que l'infirmière va enseigner le processus d'automédication à l'usager et à son proche significatif. Puis l'infirmière elle va aussi aller bonifier les connaissances en expliquant les effets attendus et indésirables de la médication. On a des fiches aussi d'enseignement pour la médication. Ces fiches-là, on va les bonifier au besoin, puis on va aller inscrire des petites particularités dessus.
Puis, on va vérifier aussi la rétention de l'information auprès du client, c'est important, mais auprès du proche significatif aussi. Puis, on va prendre le temps quand même d'expliquer le fonctionnement du DISPIL à l'usager, puis on va faire manipuler le DISPIL à l'usager. Au niveau de l'étape 3, c'est vraiment la gestion du DISPIL par l'usager et le suivi fait par l'infirmière, c'est-à-dire que le matin, on peut remettre au début, dans le fond, le patient va venir chercher sa médication au poste. Après ça, on va remettre une bandelette de médicaments au patient. Puis là, mettons, quand ça va être le temps de l'heure du dîner, on va aller vérifier est-ce que le patient il a bien pris sa médication, puis tout ça. C'est important aussi de s'assurer, est-ce que le patient il a vraiment pris la médication au moment prédéterminé, tu sais? Fait que pour ça, on va faire des retours avec les patients. Souvent, ça va être après le déjeuner ou après le dîner ou quand ils reviennent du travail ou de l'école. Puis, si on remarque que le patient, mettons, saute des doses, bien là, on va se questionner à savoir est-ce que c'est possible de modifier la prise de la médication parce que finalement, ça ne correspond pas vraiment à l'horaire souhaitable pour l'usager, là. Puis, on va prendre le temps aussi d'identifier les situations où l'usager risque d'oublier sa médication. Puis, avec lui, dans le fond, on va déterminer des moyens de rappel pour pas qu'il oublie sa médication. Fait que ça se fait vraiment en partenariat avec l'usager là, tout au long du processus, là. Puis, par la suite, on va demander au client, nous, on aimerait ça que tu notes dans ton agenda, c'est quand tes prochaines injections, c'est quand tes prochaines prises de sang. Puis, on a aussi, c'est ça, de la documentation que j'ai mis en annexe là, de mon PowerPoint. Je pourrais vous montrer tantôt. Au niveau des phases du programme d'autogestion de la médication en milieu hospitalier, on a aussi la phase 4. Quand que le patient, mettons, il intègre vraiment l'école ou le marché du travail, bien, on fait vraiment un bloc de formation qui est un petit peu à part. Avant le départ, on va inciter sur la rigueur de la prise de la médication. En partenariat avec l'usager et le proche, on va rappeler les signes et les symptômes qui déterminent la nécessité de prendre un PRN. On va rappeler l'importance de respecter la fréquence et les intervalles de la prise du PRN, puis de surtout prendre la bonne dose du PRN, c'est important. Au retour de congé, on va vérifier avec l'usager puis le proche aidant comment s'est passée la prise de médication, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées, puis comment que l'usager a fait pour remédier à cette situation-là. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'à chaque étape du processus d'automédication, l'infirmière va ajuster son PTI à partir des constats puis des besoins prioritaires à identifier. L'infirmière va encourager l'usager et le proche aidant à poser des questions et à manifester leurs inquiétudes. Au niveau des bénéfices, on a observé des retombées positif à la fois pour les usagers, pour les proches significatifs. En fait, il y a vraiment un sentiment de fierté qui est ressenti pour nos usagers parce que nos usagers, quand ils arrivent, ils voient les usagers qui sont plus vers la fin de leur séjour, qu'eux, ils vont au travail, ils vont à l'école, puis ils ont vraiment pris part au programme d'automédication, puis ça va bien. Ils ont vraiment un sentiment de reprise du contrôle sur leur vie quand on s'assoit avec eux, puis qu'on prend le temps d'aborder que c'est à leur tour de débuter le projet d'automédication. Ce qu'on remarque aussi, ce qu'on voit, mais on n'a pas ces chiffres-là dans la littérature, malheureusement, là, mais on voit une réduction du recours à l'hospitalisation d'urgence post-séjour en UTRI. Puis, dans le fond, aussi, ce qu'on remarque, c'est le maintien des liens avec les proches significatifs qui est quand même là. Je vous dirais parce que le proche significatif, le fait de faire partie prenante du processus d'automédication, bien, c'est encourageant pour lui parce qu'il voit que son proche se rétablit puis il voit en même temps tous les efforts que le patient fait, tu sais. Fait que pour eux, c'est vraiment encourageant. Au niveau des enjeux, bien, c'est l'automédication et la consommation de drogue. Je vous dirais que c'est important de s'assurer que le patient se sente suffisamment à l'aise pour discuter ouvertement de ce qu'il consomme comme drogue avec l'infirmière afin que cette dernière puisse exercer le suivi de soins requis.
Ce que je veux dire par là, en fait, c'est si on a un patient qui sort un vendredi soir, qui décide de prendre 3 amphétamines puis de revenir à l'unité, on s'entend, c'est pas l'idéal, mais c'est des choses qui arrivent. Mais il faut que la relation de confiance soit suffisamment présente pour que le patient se sente à l'aise d'en discuter pour qu'on puisse réajuster là, les soins puis décider avec l'omnipraticien, est-ce qu'on saute la dose de médicaments, qu'est-ce qu'on fait, t'sais. Puis je vous dirais au niveau du maintien des acquis dans la communauté, c'est un autre défi parce qu'au départ de l'usager, même avant qu'il parte quelques semaines avant, on va essayer tout de suite de cibler c'est qui la pharmacie qui va être affiliée à la ressource ou près de l'hébergement du patient, puis on va rentrer en contact avec le pharmacien pour expliquer où est-ce qu'on en est rendu dans la médication, puis c'est quoi les approches à adopter avec ce patient-là. Fait que je vous dirais qu'on a quand même une bonne écoute là, des pharmaciens. Puis l'infirmière aussi, elle doit quand même assurer le suivi des prises de sang puis des injections en externe. Fait que nous, on va communiquer avec cette infirmière-là aussi pour expliquer où est-ce qu'on en est rendu dans le processus d'automédication pour ce patient. Puis évidemment, on va faire de l'enseignement là, aux proches puis à la famille, là, au congé du patient. Alors ici, c'est ça, je vous ai mis c'est quoi un dispil? Et puis, j'ai mis la feuille de vérification de connaissance des médicaments, puis la feuille que les infirmières vont prendre là, pour expliquer comment ils font pour dire est-ce que le patient a vraiment pris sa dose, est-ce qu'il l'a sauté, puis tout ça. Merci beaucoup, Madame Lausier. Pas Lausier, pardon, La Montagne. On a les mêmes. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ça éclaire très bien aussi un autre contexte dans lequel l'automédication ou la gestion de sa propre médication peut être implantée. Ça nous mène maintenant, suite à cette présentation, à la période de questions. J'ai vu quelques questions là, qui se sont ajoutées sur le fil. On demandait, je vais revenir à la première question qu'on avait pendant la présentation de Mme Little. Il y a un participant qui demande, vous sembliez avoir conscience de la présence de la maladie au moment où vous avez amorcé la démarche de GAM, de gestion autonome de la médication, mais quel serait votre avis sur la GAM pour des personnes qui ont une légère reconnaissance de leurs symptômes, qui, là, entre parenthèses, plus souvent associés à la médication qu'à la maladie? Est-ce que, et là, tout le monde peut répondre, je vous invite tout le monde à ouvrir vos caméras si vous le souhaitez, puis prendre la parole comme bon vous semble. Madame Little, peut-être? Moi, j'ai un petit peu de misère à comprendre la fin de la question. Disons que oui, c'est vrai. Moi, j'étais consciente qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien là, chez moi, puis ça faisait longtemps que ça durait. Fait que ça n'a pas été trop difficile de reconnaître ça. Mais je me demande si la question, c'est-tu que la personne nie qu'elle a des problèmes ou elle est trop médicamentée puis elle s'en rend pas trop compte. Je sais pas trop. Je pense qu'on pourrait le prendre des deux côtés. Hein. D'une part, peut-être la personne qu'en niant la maladie, bon, là, peut-être que accepter de prendre la médication, ça peut être aussi une autre question. Mais oui, quelqu'un peut-être, si on le voyait pour la personne qui ne reconnaît pas ses symptômes, qui serait un effet finalement d'une forte médication, peut-être? Moi, j'ai envie d'amener quelque chose parce qu'on travaille avec une chercheure qui a fait une recherche justement sur les différentes façons de s'approprier ou de s'identifier au diagnostic. Puis ce qu'elle remarquait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de nuances. Pour des personnes, il va y avoir une très forte identification. Pour d'autres, il va y avoir pas du tout d'identification. Puis des fois, ça va engendrer des rapports ensuite qui vont être très différents face à la médication. Fait que j'ai comme le sentiment que dans la question, il y a peut-être un enjeu autour de la personne ne reconnaît pas sa maladie, elle associe ses symptômes à la médication. Fait qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond en dessous de ça, de dire, ben, est-ce que la personne, des fois, l'univers de sens qu'on propose, en disant t'es malade, c'est biochimique ou des choses comme ça ne correspond pas aussi. Fait qu'il y a peut-être à explorer ça aussi, d'une part, puis ensuite d'explorer, ben, il y a aussi des fois beaucoup de colère, hein, puis de représentations symboliques, des fois qui sont négatives à la médication. Fait que je pense qu'une des choses, c'est vraiment
d'ouvrir un espace de parole libre autour de à la fois ce que ça représente pour la personne, le diagnostic, est-ce que ça fait du sens en lien avec le vécu, à la fois ce que ça représente pour elle, la médication. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des ouvertures qui vont pouvoir se créer pour regarder, bien, est-ce qu'il y a des alternatives qui pourraient être envisagées? Puis c'est vraiment, je pense, important de présenter la médication comme Violaine le disait, tu sais, c'est pas la panacée, ça va pas régler tout. Fait que je pense qu'il faut aussi avoir une posture critique puis honnête par rapport à l'usage de la médication, puis la mettre un petit peu moins sur le piédestal par rapport à d'autres formes de pratiques qui peuvent être mises en place. Fait que je pense que d'amener des nuances, tout ça, ça permet aussi à l'autre de sentir qu'il y a de la place puis qu'il peut exprimer des choses que peut-être qui sont moins, qui peut-être avoir l'impression que ça va déplaire, mais que c'est son senti. Fait que c'est ça que j'encouragerais là, à observer. Mais peut-être qu'on n'a pas bien compris non plus la question, ni moi ni Linda, là, mais c'est ce qui me venait. Parce que dans le fond, moi, je dirais que c'est important de prendre le temps. C'est pas tout le monde qui a le même rythme qu'on pourrait dire, à cheminer. Alors, il faut y aller avec où la personne est rendue. Moi, je pense que d'une façon ou d'une autre, que ce soit à cause du diagnostic ou à cause de la médication, il y a moyen à long terme de faire quelque chose avec cette personne-là. Il faut juste être persévérant, lui donner le temps et surtout d'accorder beaucoup d'attention, d'importance. Comment lui, il explique les choses, comment il vit les choses, comment selon lui, c'est quoi on pourrait dire sa version des faits ou sa façon de le vivre. Ça peut aider vraiment beaucoup pour toute la suite parce que comme on l'a vu, la gamme, c'est vraiment une affaire d'équipe. Là. C'est la personne, oui, qui est au centre, mais c'est une affaire d'équipe aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis, il y avait une question, juste une petite parenthèse. Quelqu'un demandait est-ce que les pères aidants sont impliqués dans cette démarche-là? Mais je pense que la réponse, idéalement, oui, c'est ça. Déjà, je pense qu'il y a une père aidante qui travaille à l'hôpital Jean Talon qui est en train de démarrer un groupe gamme dans une équipe de suivi d'intensité variable, je ne sais plus trop le terme. Mais oui, c'est effectivement quand, comme Linda donne des formations, c'est une personne qui a un vécu. Je pense que les pères aidants qui ont fait des démarches de gestion autonome de la médication sont des très bons alliés là, à implanter cette approche. Ouais. Puis, en lien avec le travail d'équipe, justement, je fais un lien avec ce que Mme Lamontagne mentionnait là, sur les facteurs favorisant, dans le fond, une bonne automédication dans son unité. C'était l'alliance thérapeutique aussi avec le professionnel. On parlait de l'infirmière dans le cadre de son unité, mais on pourrait élargir aussi à d'autres professionnels. Puis l'avantage du travail d'équipe, c'est que l'alliance peut se faire avec une personne plus qu'une autre, et quand tout le monde travaille dans le même sens, puis que cette alliance-là peut être créée à partir d'un ou une professionnelle, que ce soit le psychiatre, un père aidant, un père. Oui. Ben nous, la gestion autonome de la médication, ça s'est développé dans un secteur davantage psychosocial. Dans les organismes communautaires, c'est plus souvent des intervenants psychosociaux qui ont décidé de dire, peut-être au départ, ils pouvaient penser que la médication, ce n'était pas leur affaire, mais qui se sont dit, mais ça a tellement d'impact dans la vie de la personne, on va les écouter. Je pense que ça appartient à tout le monde, puis c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant de travailler aussi avec les autres professionnels là, à développer des partenariats puis des collaborations. Oui. Est-ce que Mme Lamontagne, Mme Masson, vous aimeriez compléter sur ce sujet? Oui, en fait, c'est sûr qu'en milieu hospitalisé, excusez-moi, on est vraiment balisé par des politiques, par des procédures. Fait que je vous dirais, c'est ce qui freine un petit peu. Sauf que nous, nos éducateurs là, parlent quand même de la médication avec les usagers, en fait, là, puis ils font partie prenante là, du processus. Merci. Oui, je peux peut-être commenter là, parce qu'il y avait une question qui disait on parle beaucoup de diminution, sevrage, de médication, mais parfois, il faut en garder, trouver la bonne molécule puis le bon dosage. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'en général, s'il faut en garder puis qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, oui, là, on va présenter c'est quoi les options. Puis j'essaye de faire juste un changement à la fois, c'est pas toujours possible. Puis des fois, à l'hospitalisation, on a l'avantage que la personne est devant nous, donc on peut faire plus de changements que ce qu'on fait à l'externe là, parce que, on évalue la personne de façon continue. Puis des fois, il y a des choses qui sont, entre guillemets, faciles à enlever dans le sens que je ne le ferais pas pour une personne dans un état stable, mais là, clairement que ça nuit ou clairement que
je veux rajouter quelque chose de beaucoup plus utile puis remplacer 3-4 médicaments d'un coup par ça. Fait que, on le fait, là. Mais oui, je pense que la gestion autonome, ça permet aussi de faire ça. Mais je pense que c'est toutes des choses qu'on devrait déjà faire. C'est tout un guide, c'est toutes des choses qu'on devrait inclure dans notre pratique habituelle. C'est sûr que des fois, on voit les gens qui sont pas dans leur meilleur contexte, tant pour eux, tant que pour nous. Fait que c'est sûr que toute la démarche complète n'est pas nécessairement faite, là, parce que notamment, il faut que la personne aussi soit engagée à faire les autres approches ou à avoir un peu d'autocritique ou un peu de réflexion sur qu'est-ce qu'elle veut comme effet. Puis il y a des personnes qui sont pas, qui s'en remettent à nous ou qui sont un peu dépassées par ce qui leur arrive, ça peut être, bon là, on parle de santé mentale, là, mais il peut arriver plein d'autres affaires dans la vie de la personne, puis dévoiler toutes ces informations-là en long et en large, c'est peut-être pas tout possible dans la première demi-heure qu'on rencontre la personne, là. Mais je pense que de base, oui, la gestion autonome, c'est pas juste le sevrage, là. Puis je le fais d'emblée, moi, quand je rencontre les personnes, puis ils sont bon, on voudrait vous rajouter un médicament pour telle affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il y a tel médicament qui sont plus sédatifs, d'autres qui ont tel effet, d'autres qui ont plus tel effet. Je pense que c'est tout à fait possible, là. Et voilà, les outils étaient faits plus justement pour des personnes qui prenaient déjà des médicaments puis qui souffraient d'effets secondaires ou qui voulaient une réévaluation de ça, là. Mais je pense que dans tous les guides puis dans tous les documents là, que Mathilde a présentés, il y a toujours une section aussi de questions à poser, de à quoi on s'attend et tout ça. Donc, oui, clairement que c'est des choses qui peuvent être posées ou qui peuvent être amenées quand on rencontre un professionnel de la santé puis qui va peut-être proposer un médicament, là. Merci pour cet éclairage. J'aimerais vous poser la question maintenant en matière d'organisation des services, là, que ce soit dans le réseau public, dans les collaborations avec le milieu communautaire, pour des gens qui souhaiteraient, là, qui n'utilisent pas encore cette approche-là, qui voudraient implanter des approches d'automédication et de gestion autonome de la médication. Premièrement, quels sont les enjeux que vous voyez, les écueils, mais aussi quels seraient les principaux mythes et préjugés que vous aimeriez là, défaire pour donner envie aux personnes de démarrer le travail dans ces approches-là ou se doter d'outils, se renseigner, aller se former? Je dirais les mythes ou les préjugés, oui, il y en a. Il y a beaucoup de peurs, je pense, aussi en lien avec la gestion autonome, le sens du mot autonome aussi quand on est en santé mentale. Donc, il y a peut-être à regarder ça et à en parler dans les équipes. Puis surtout à faire alliance avec les personnes. Fait que je pense je pense qu'on peut défaire les peurs en ouvrant une communication sur le sujet. Puis je pense aussi qu'il faut vraiment croire au fait que la personne qui prend les médicaments, elle a une expertise par rapport à ça. Donc, aussi, il faut vraiment faire équipe avec cette personne-là pour l'inclure parce que sinon, on manque la moitié de l'information, sinon plus. Je dirais, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir des espaces pour développer une vision critique, je pense, en santé mentale, puis par rapport à la médication dans les équipes de travail, dans les coordinations, etc., pour que puissent s'implanter des pratiques vraiment de gestion autonome de la médication. Mais après ça, tu sais, je pense que ce qu'on entend, c'est « Ah, ça demande du temps. Ah, c'est compliqué. Ah, il y a un guide. Ah, les gens n'écrivent pas. » Fait que nous, on l'a entendu ça. Fait qu'il y a il y a plein de solutions. Il y a plein de façons de pratiquer ça. Il y a plein de façons de soutenir les gens. Puis il y a plein de besoins différents. C'est pas tout le monde qui va faire comme Linda une démarche qui prend plusieurs années et tout ça, ce long cheminement. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Fait qu'il y a toutes sortes de formules, mais je pense que c'est très, comme disait Violaine, c'est des choses de base, là. Même aujourd'hui, en Norvège, il y a des unités en psychiatrie sans médicaments, des unités où les gens peuvent venir faire des sevrages. Fait que je pense qu'on peut développer davantage au Québec aussi la prise en compte là, de l'importance de l'enjeu du sevrage en santé mentale. Même si la gamme, ce n'est pas que le sevrage, là, je tiens à le répéter,
Mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille à ouvrir ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui prennent des médicaments. Depuis la pandémie, ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas tant de gens qui savent comment faire si un jour ils n'en veulent plus. Puis les risques à arrêter abruptement sans soutien sont quand même très importants. Fait que je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on ouvre des espaces de parole autour de ça. Puis souvent, les gens, en ayant la possibilité d'en parler, vont prendre davantage conscience des risques et tout ça, puis ils vont justement avoir une attitude très prudente. Ils vont prendre leur temps. Souvent, les personnes veulent prendre beaucoup plus le temps. Et des fois, les médecins veulent diminuer plus vite. Les personnes disent non, moi, je veux que ça aille plus lentement. Fait que c'est surprenant ce que ça peut faire d'en parler, justement. On revient à la primauté de la personne. Hein? Qu'est-ce que la personne au centre de ses soins, selon ses besoins, ses aspirations, son projet de vie. Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Masson, Mme Lamontagne aimerait ajouter quelque chose? Mme Lamontagne? Ben, écoutez, je pense que c'est vraiment important d'inclure le patient. Il est vraiment au centre de nos interventions, puis de prendre le temps en milieu hospitalier, d'expliquer c'est quoi l'automédication, puis de soutenir l'adhésion thérapeutique à ce processus-là qui peut parfois être long et fastidieux. Là. Oui, merci beaucoup. J'irai avec une dernière question, peut-être, en matière de recherche, de pistes de recherche. Hein, s'il y avait des aspects, des éléments de connaissance qui, selon vous, là, selon vos 3 perspectives, vos expériences terrain, vous trouvez qu'on manque de précision, manque de connaissances, des pistes à explorer davantage si on avait à interpeller là, nos chercheurs dans l'ensemble de la communauté en santé mentale, quelles seraient vos priorités, selon vous? Ben, moi, je trouve qu'il y a une problématique, c'est que souvent, on va avoir des données dans un trouble de santé mentale, dans une classe de médicaments, dans une perspective. Puis c'est correct, je comprends tout à fait pourquoi les chercheurs font ça pour avoir un effet plus pur. Mais cliniquement, les gens ont plusieurs problèmes, prennent plusieurs médicaments. Leur situation est beaucoup plus complexe que ça. Fait que souvent, on est un peu confronté par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre priorité, tout ça. Puis je pense que comme clinicien, on développe un peu en tout cas des outils à force d'essayer, puis les personnes ont des priorités différentes aussi. Là. Mais je pense que en tout cas, moi, le problème, je trouve, dans la documentation, c'est que je vais au mieux trouver quelque chose pour une situation particulière. Puis la plupart des patients qu'on me réfère, ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis là-dessus, ben, il n'y a pas de données. Et je comprends, là, mais idéalement, ça prendrait des gens qui représentent monsieur, madame, tout le monde, là, qui a plus qu'un problème de santé. Là. Ouais, merci beaucoup. D'autres éléments de réflexion? En fait, de mon côté, j'ai fait des recherches. Puis ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on ne voit pas de lien de causalité entre l'application d'un programme d'automédication en centre hospitalier versus quand le patient se retrouve dans la communauté, là, est-ce qu'on y voit vraiment des effets bénéfiques? Moi, c'est là vraiment là, où est-ce que j'ai été déçue de constater dans la littérature qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses là, à cet effet-là. OK, donc la continuité de l'automédication une fois dans la communauté chez soi. Là. Exactement. Puis je pense que ça pourrait, si on ferait une étude qui irait dans ce sens-là, ça pourrait nous ouvrir sur des avenues là, intéressantes là, au niveau de l'intervention en milieu hospitalier. Oui, versus les liens avec l'interne et l'externe. Là. Oui, c'est ça. Puis l'accompagnement ensuite à préconiser une fois la personne dans la communauté, hein, la suite de l'accompagnement qu'on peut offrir. Très intéressante perspective. Madame Lausier, Madame Little, le mot de la fin, si vous voulez bien. Vous voulez dire sur les avenues de recherche? Oui, si vous avez quelques idées. Oui, c'est ça. Sur faire de la recherche davantage sur les protocoles de sevrage. Il y a différents protocoles de sevrage. Puis il me semble que ça n'a pas tellement été étudié jusqu'à maintenant. Aussi, il y aurait peut-être de la recherche à faire sur la déprescription en santé mentale. Madame Masson en parlait.
ça peut être intéressant de voir un peu s'il y a un mouvement là, qui prend, je crois, de plus en plus d'ampleur, ou en tout cas dont on entend plus parler. Ça serait intéressant d'aller voir plus à fond. Puis il y a aussi les doses thérapeutiques minimales. Ça serait le fun d'investiguer là-dedans. Comme ça aiderait à justement peut-être diminuer la médication, puis avoir des alternatives aussi. Puis de plus savoir exactement, là, je veux dire, c'est ça, d'avoir des doses thérapeutiques les plus petites possibles au lieu de prescrire à grosse dose. Là, je sais que ça se fait beaucoup moins que ça se faisait. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, ça se faisait beaucoup, le prescrire à haute dose. Mais ça serait de regarder dans le sens contraire. Ce serait trois avenues de recherche qu'on voyait. Là. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, ces présentations très bien étoffées pour vraiment faire une bonne introduction, dans le fond, des différents outils et approches là, pour la gestion de la médication en santé mentale. Encore beaucoup d'avenues de réflexion, encore beaucoup d'avenues de recherche, mais si au moins on peut susciter le dialogue dans les équipes et le partenariat au sein des différents acteurs qui peuvent s'impliquer dans l'accompagnement des personnes et surtout, ben, mettre la personne au centre de ses décisions, ouvrir la discussion, ne jamais cesser le dialogue. Donc, ben, merci beaucoup justement pour ce dialogue collectif entre nous aujourd'hui. Merci à tous les participants de votre intérêt, de votre présence. L'activité va être enregistrée, donc dès que le lien sera disponible, je vous le partagerai par courriel. Moi, je vous inviterai juste à compléter la petite fiche d'évaluation si vous le souhaitez bien. Et puis, merci de vos quelques questions. Je n'ai pas pu les regarder toutes et les poser toutes, mais je pense qu'on a quand même touché à quelques éléments à travers nos panélistes. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée.